Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Le SILO, le Salon international du livre océanien, arrive à grands pas. Il ouvrira ses portes la semaine prochaine à Pointe-Bout et Koné pour ensuite s'envoler vers Nouméa et Lifou. Et pour l'occasion, nous avons décidé de recevoir l'une des invitées de cette édition. Il s'agit de Ghislaine Nekiriaï, une habitante de Népouy qui vient de sortir son premier livre, une autobiographie. Et je peux vous garantir que cela vaut le détour. On commence par le sommaire. Le Salon international du livre océanien est de retour cette année avec une triple édition. En province nord, à Koné et Pointe-Bout, en province des îles, à Lifou et à Nouméa. Pour ces 15 ans, l'événement littéraire se focalise sur la thématique femmes et paroles, en hommage à Dewe Gorodé, grande militante féministe et créatrice du SILO. Alors pour illustrer et répondre à cette thématique, qui de mieux parmi les invités que Ghislaine Nekiriaï, une parfaite inconnue dans le milieu littéraire local, jusqu'à la parution cette année de son premier livre intitulé « Moi, l'Auvergnate de Népouy », une autobiographie qui met en lumière les épreuves qu'une femme peut traverser durant sa vie. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser cette dame respectée et bien connue des habitants de Népouy à écrire son premier livre à l'âge de 55 ans ? Puis à le mettre au placard durant de longues années avant de le ressortir aujourd'hui. Et dans une seconde partie, Stéphanie a décidé ce soir de nous faire rêver en nous faisant découvrir l'artiste canadienne Debra Bernier, une artiste de talent qui utilise des matériaux naturels pour réaliser des sculptures à vous couper le souffle. Mais tout de suite, nous recevons Ghislaine Nekiriaï sur notre plateau. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Mathieu. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Alors nous allons parler ce soir de votre premier et unique ouvrage qui s'intitule « Moi, l'Auvergnate de Népouy ». Oui. Bien ça, je ne me trompe pas. Vous l'avez écrit il y a combien de temps ce livre Ghislaine ? Je l'ai écrit quand j'avais 55 ans, donc ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans maintenant ? Et ça vous a pris du temps pour écrire ce livre ? Oh, une année quand même. Une année ? Ok. Vous venez de ressortir du placard pour le publier aujourd'hui. Pourquoi ne pas l'avoir publié plus tôt en fait ? Parce que je n'ai pas trouvé les personnes adéquates pour le publier. Une maison d'édition. Et là, ça a été une maison d'édition. Et là, ça a été une opportunité qui s'est présentée à moi. Et ça s'est passé tout seul, en fait. Alors justement, vous êtes édité chez O Éditions Pacifique Sud, la nouvelle maison d'édition lancée par Yannick Jean cette année. Du coup, j'imagine que votre livre l'a convaincu, s'il s'est lancé dans cette aventure. Oui, ça l'a vraiment touché et il a dit ça, il faut absolument l'éditer et que les gens lisent votre ouvrage. Découvrent votre histoire, Ghislaine. Oui, découvre mon histoire. Alors justement, on a une petite vidéo qui a été prise par une de nos journalistes, Maëlys Vizir. Yannick Jean s'exprime justement sur la parution de ce livre. C'est très rapide, on regarde ça tout de suite. Après, il peut y avoir des coups de cœur. Dans ce cas-là, c'est un choix éditorial assumé. Ce qui a été le cas pour Ghislaine Nekiriaï, qui est le premier de ma série Porteur de voix. Donc voilà, j'ai envie d'éditer des personnes qui ont envie de raconter, de raconter leur histoire, de la partager surtout, et ça c'est important. De la partager, et c'est ce que vous avez fait, Ghislaine, actuellement. Il parle de coup de cœur, Yannick Jean. Ça a été un de ses coups de cœur. Avant de parler plus en détail de votre livre, je voulais vous poser la question, Ghislaine. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer au SILO, à cet événement littéraire ? Non, jamais. J'en ai même pratiquement jamais entendu parler. Juste une fois, je suis tombée sur une publicité qui parlait du SILO. Et là, j'ai pensé à mon livre, justement, aussi. Et puis, mais je ne savais pas où m'adresser, alors c'est resté comme ça. Rassurez-moi, pour cette nouvelle édition, vous allez être de la partie.
Ah ben oui, et puis pour les années futures aussi. Hein. Ah d'accord, on en reparlera. Alors, en quoi va consister votre participation? Vous avez une idée au silo? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai écrit ce livre pour aider certaines femmes, ou même des hommes peut-être aussi, à pouvoir aller mieux dans leur vie et se rendre compte que même malgré tous les vécus, qu'ils soient bons ou mauvais, mais surtout les mauvais, on arrive quand même à s'en sortir. Il y a toujours de l'espoir. Oui. Comment vous appréhendez cet événement littéraire? Vous avez hâte d'aller partager votre expérience, votre livre, votre écriture? C'est pas tout à fait que j'ai hâte, mais j'ai envie que les personnes qui le lisent se rendent compte que c'est aussi pour eux que je l'ai écrit. Parce que la vie, des fois, vous réserve des très mauvais moments, mais malgré ça, avec un peu de force de caractère, on arrive à s'en sortir. Vous écriviez depuis longtemps avant de sortir ce livre? J'ai jamais écrit. Vous n'avez jamais écrit auparavant? Non. L'écriture n'a pas une place importante dans votre vie? Pas de nouvelles depuis l'enfance, ce genre de choses? Non, jamais, jamais. Jamais? Avant d'aborder plus en détail ce livre, je vous propose qu'on regarde un petit reportage chez vous, Ghislaine. Il a été tourné en début de semaine. Et après, on réagit. C'est parti. À 55 ans, la maladie m'avait tellement envahi que je voulais mourir. Je ne voulais pas continuer à vivre et je voulais laisser une trace à mes enfants pour qu'ils sachent exactement ce que j'avais vécu. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce livre dont parle Ghislaine, c'est l'histoire de toute une vie. C'est l'histoire de sa vie. Une autobiographie écrite il y a quelques années et qu'elle a aujourd'hui ressortie du placard. Atteint et diminué par la maladie de Parkinson, Ghislaine décide d'organiser des ateliers destinés aux mamans de la commune pour apprendre à tricoter. C'est une façon pour elle de retrouver du lien social. Alors qu'elles échangent leurs histoires entre elles, l'une de ses amies est captivée par ses propos. En m'entendant parler, elle me dit « Tu devrais écrire un livre ». Et moi j'ai dit « Mais c'est fait, je l'ai déjà fait le livre ». Et elle n'en revenait pas et elle m'a dit je peux le lire. Je lui ai donné à lire et quelques heures après lui avoir passé le manuscrit, elle me téléphone en me disant qu'il fallait qu'il soit édité, que c'était une histoire qui tenait la route, quoi. Cette histoire qui tient la route commence le 10 septembre 1956 dans le département du Cantal, situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où Ghislaine passe son enfance entre un père violent et une mère qui n'éprouve aucune tendresse pour elle. Les bons moments, il y en a quand même un peu quand même. Et surtout le meilleur moment, c'est la rencontre avec mon mari. Le jeune homme dont parle Ghislaine se nomme Maxime Nikiriaï, un jeune Kanak qui est venu en métropole afin de faire l'armée. Et puis notre photo de mariage. Où j'ai fait la plus belle rencontre. Qu'est-ce qu'elle vous inspire comme souvenir, cette photo? Le souvenir que j'ai eu ma liberté. On s'est rencontrés dans la rue et moi je me suis retournée et quand je me retournais, lui aussi s'est retourné et quand on a eu l'occasion de pouvoir se parler, eh bien, je lui ai demandé de se marier avec moi pour sortir des griffes de mon père. J'ai lu, voilà quoi, mais c'est madame qui
C'est moi qui lui ai lu. Voilà. Avec l'intonation et tout, du coup, les larmes ont coulé. Et j'apprécie. Ça me fait couler un peu les larmes parce que c'est notre jeunesse. Et puis on a trimé ensemble avec cette dame qui est ma femme aujourd'hui et la mère de mes enfants. Voilà. Voilà pour ce reportage, Ghislaine, et ce témoignage assez émouvant, il faut le dire quand même. Une réaction peut-être? Oui, ça me touche. Ça vous touche de vous voir comme ça De voir mon mari, les larmes sont pas loin. Ah bon, on va essayer de les retenir encore un petit peu, on va finir l'émission. On ressent un besoin viscéral chez vous de laisser une trace écrite de votre vie, un témoignage. Oui, pour pas que ça se reproduise, parce que c'est une vie Compliqué. oui, et puis je le souhaite à personne, quoi. Vous êtes passé par des étapes douloureuses. Oui, et puis pas de réconfort d'un côté comme de l'autre. C'est dur, hein. Se retrouver toute seule avec 4 enfants, enfin se retrouver à 2 avec 4 enfants et personne pour donner un coup de main, quoi. Ce livre, ce témoignage a été adressé à vos enfants et puis finalement, c'est une amie qui vous a encouragé à le publier. On peut parler de cette amie ? Oui, c'est c'est l'ancienne maire de Poya, Madame Yasmina Mesdorf, qui a lu mon livre et qui a été très touchée par ce que j'ai écrit et qui a tenu absolument à ce que ce soit publié. Alors c'est assez incroyable parce que quand vous le racontez, vous donniez des ateliers de crochet, de couture. Oui. En racontant vos histoires, en fait, cette dame vous a dit et il faut publier et il faut en tout cas écrire votre histoire et vous l'aviez déjà fait. Oui, comme c'est dit dans le document, c'est déjà fait. Oui. La vie ne vous a pas épargné quand on lit toutes ces épreuves par lesquelles vous êtes passé, hein, et il faudra vraiment lire ce livre pour comprendre ce dont quoi on est en train de parler. Mais vous êtes passé finalement, j'ai envie de dire que le malheur commence avec votre père qui est un véritable tyran à la maison. Oui, et puis c'est un tyran... Il n'y a pas l'alcool pour justifier cette tyrannie. C'est un homme qui ne buvait pas. Et donc la violence, je trouve, était encore plus forte parce que c'était sciemment qu'il le faisait. C'était un plaisir de nous faire mal. On pourrait parler de pervers narcissique, j'imagine. Après, je ne suis pas non plus psychiatre ni psychologue. Mais finalement, c'est aussi les rencontres de la vie qui vous ont permis de vous en sortir, à l'image de celle avec Maxime, oui, qui deviendra votre mari. Oui. Ça a été ça la force de votre destin, finalement, quand même? Ah oui, parce que là, déjà, je me suis sentie soutenue. J'avais une force avec moi. Et puis après, il y a des amis, dont une famille que j'ai fait mienne, une famille de cœur, parce que je n'en pouvais plus de la mienne. Donc, dès que je pouvais aller chez eux, j'allais chez eux. Pourtant, ils habitaient à 50 km de chez moi, mais il fallait que je les voie. Je me faisais même des fois coller à l'école pour pouvoir aller les voir le dimanche et rester avec eux. Chaque fois qu'il y avait un événement nouveau, surtout agréable, même désagréable, remarquez, et j'allais chez eux. Vous cherchiez à fuir ce père violent aussi. Oui. Et revenons-en à votre mari, c'est un homme finalement, un Kanak qui a des milliers de kilomètres de chez lui, vient vous libérer des griffes de votre père. Oui, c'est dingue, hein, ça fait une distance. Hein. Et si je ne l'avais pas rencontré, je me demande ce que je serais devenue, parce que j'en pouvais plus déjà à cette époque-là. Et lui a su vous accompagner dans cette démarche. Et puis après, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont aidé pour trouver du travail. Parce que comme je doutais de mes capacités, je n'osais pas chercher du travail. Oui. Et je n'osais pas m'éloigner de la maison. En fait, je me sentais happée par ma famille à la base. Et là, elles m'ont permis de trouver du travail et un peu de
de penser que je valais quand même quelque chose, quoi. J'étais capable de faire quelque chose de moi-même. Parce que votre père, vous répétez tout le temps que vous étiez bonne à rien aussi. Oui, voilà, oui, j'étais une bonne à rien. C'est une éducation où finalement les garçons étaient mis en avant, mais pas les filles. Voilà, on n'avait pas le droit de s'asseoir et de lire. Alors, pour continuer par rapport à ce roman et la relation que vous avez avec votre mari, on découvre notamment une relation, on ressent cette complicité très forte entre deux êtres dans l'écriture. On découvre aussi le quotidien d'un couple mixte en France, à une époque où c'était peut-être pas aussi accepté que cela. Oui, mais moi j'ai eu de la chance, dans ma famille, ils n'étaient pas racistes. Alors ça a déjà été un point quand même positif. Oui, sur ce point-là, oui. Oui. Et à cette époque-là, la Nouvelle-Calédonie est le seul moyen d'échapper à la violence de votre père. Mais finalement, vous arrivez ici dans un endroit que vous ne connaissez pas. Oui, non. Je n'étais jamais venue en vacances et mon mari ne m'en parlait pas. Et je sais pourquoi il ne m'en parlait pas, parce qu'en fait, il n'avait pas envie de revenir ici. Et... Mais vous l'avez poussé à revenir ici. Oui, pour échapper aux griffes de mon père encore, parce qu'il avait encore une certaine emprise sur vous. Oui, une certaine emprise sur nous. Et puis finalement, on est retombé à la case départ, quoi. On a été très mal accueillis quand on est arrivé ici. Du coup, finalement, ici, vous n'allez pas non plus à la tribu parce que vous n'êtes pas reconnue comme étant mariée coutumièrement, par exemple. On m'a dit, t'es pas mariée coutumièrement, donc tu fais pas partie de la famille. Ici, vous découvrez d'autres galères, en fin de compte. Et à un moment donné, la maladie vous rattrape aussi. Ah, la maladie, 6 mois après notre arrivée en Nouvelle-Calédonie, a commencé. Et là, ça a été une catastrophe pour moi parce que j'avais besoin de mes mains pour nourrir mes enfants. Il fallait qu'on trouve du travail et tout. Donc ça a été terrible d'apprendre que j'avais la maladie de Parkinson, oui. Mais j'ai lutté quand même. J'ai trouvé des médecins qui m'ont donné un traitement, qui m'ont permis de travailler pendant 12 années encore. D'accord. J'ai encore passé 12 belles années de ma vie à fabriquer des grosses brioches, des grosses brioches marmites que je vendais partout, dans les tribus et tout. Et j'ai bien gagné ma vie pendant ce temps. La débrouillardise, hein, on va dire que ça fait partie de vous, mais ça, on y reviendra. Comment fait-on, Ghislaine, pour raconter sa vie en quelques pages? Enfin, c'est synthétique et en même temps, c'est la force de ce livre, c'est d'aller vraiment au but. Mais vous avez dû faire des choix dans la narration, Mais pas tellement, hein, ça venait tout seul. C'est incroyable parce que quand j'étais devant l'ordinateur, eh bien, les phrases venaient toutes seules. J'ai pas rechangé grand-chose dans mes dires. Vous deviez peut-être cogiter ça depuis longtemps, peut-être. C'est ce qui vous a aidé à écrire d'une traite? Qui sait? Pas vraiment. Non. Non, c'est venu à ce moment-là. Il y a des familles qui sont rongées par ce que l'on pourrait appeler des secrets de famille, mais vous, au contraire, vous osez aborder des choses très dures concernant la vôtre. Et c'est d'ailleurs un drame familial qui va vous pousser à arriver jusqu'ici. Mais ça, on n'en dira pas plus. Finalement, vous puisez votre force dans la résilience. Quand on lit cet ouvrage, on sent vraiment que la violence et la terreur que vous faisiez subir votre père vous a, d'une certaine façon, rendu plus forte. Oui, ça m'a aidé pour ici. Parce qu'il fallait quand même une certaine force pour affronter certaines personnes qui n'étaient pas très sympathiques. Et enfin, c'est pas grâce à ça, parce que personne ne veut subir ça. C'est ça. Mais j'ai réussi à faire ma place au sein de la famille. Ghislaine, on va passer à une chronique, c'est le moment de Steph. C'est maintenant, on va pouvoir interagir avec elle. C'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, Ghislaine, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors, si comme moi, vous pensez qu'il y a des esprits dans la nature, dans les arbres, dans les coquillages, vous allez adorer franchement le travail de Debra Bernier. Donc tu l'as dit Mathieu, c'est une artiste canadienne qui réalise de magnifiques sculptures féeriques, exclusivement avec des matériaux donc naturels. Donc elle est vraiment passionnée donc de nature.
Elle prend plaisir à récolter des troncs, des branches qu'elle travaille, les coquillages, et puis après, voilà, elle les sculpte à sa manière. Elle y ajoute quand même un supplément d'âme, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, Ghislaine? C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Incroyable. Oui. C'est vraiment. Et elle dénature pas parce qu'elle coupe pas les. Oui, c'est vrai. Les arbres, tout ça, elle sculpte sur place. Exactement. Mais en tout cas, je trouve que son travail est remarquable parce qu'elle rend vraiment hommage, je dirais, à la beauté du monde naturel, aux esprits donc de la nature. Alors, il faut savoir que son matériau de prédilection, c'est quand même le bois flotté. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah ouais. Ah oui. Qui est façonné par la mer, voilà. Mais elle utilise aussi, elle sculpte aussi l'argile. Il y a des pierres. Elle rajoute aussi des petites plumes. Bébé, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Et les coquillages, voilà, qui s'échouent donc sur le rivage. Oh, c'est poétique. Magnifique. Pour elle, en fait, chaque morceau de bois est déjà une sculpture, en fait. Elle raconte déjà une histoire. Elle poursuit cette histoire tout simplement en prolongeant, en raccourcissant, je dirais, les courbes qui existent déjà. Donc ces sculptures, ça représente donc sa vie, sa famille, ses enfants, mais aussi la connexion que nous partageons tous avec la nature. Donc les figures féminines, parce qu'il y a beaucoup de quand même figures féminines, elles en sculptent beaucoup, ça représente vraiment, je dirais, les esprits de la nature, aussi bien de la forêt que de l'océan. Donc voilà, c'est un travail que je trouve que son travail est remarquable, apaisant, ça nous reconnecte vraiment avec Mère Nature. Et puis moi, je me lasse pas de regarder ce qu'elle fait. Et puis voilà, regardez, vous avez le suite, c'est magnifique. Ah ouais. Magnifique. Et donc, si vous voulez, voilà, j'en ai mis beaucoup quand même. Hein. Ouais. Il est magnifique celui-là. Et donc pour la suite, eh ben, elle a une page Instagram, donc c'est Shaping Spirit. Voilà. Merci Stéphanie pour cette belle rubrique. Merci à tous les deux. Ghislaine, par la suite, vous aussi, vous vous laissez parler votre créativité en confection de petits personnages de jardin. Comment on appelle ça? Des personnages avec des pots de fleurs en terre, des pots de terre. Finalement, par la suite, vous avez une vie bien remplie. Vous créez même une association, la première association de Parkinson. Oui, à Nouméa. D'aide à Parkinson. Et vous êtes aussi connue pour vos gâteaux. Et on vous appelle aussi à Népouy Madame Brioche. À Népouy, dans toute la Calédonie. Dans toute la Calédonie. Brioche. Et même maintenant que je n'en fais plus depuis plusieurs années, quand je rencontre mes anciens clients, mais pourquoi vous faites plus de brioches et tout? Nous, on est malheureux sans vos brioches. Revenons à l'écriture, mais est-ce que d'une certaine façon, le fait d'écrire des choses, de mettre des mots, sur nos problèmes, est-ce que ça atténue la douleur d'une certaine façon? Est-ce que ça permet de passer à autre chose? Oui et non. Oui, parce que ça me fait réfléchir. Vous voyez, je me suis aperçue que finalement la violence de mon père m'a servi à quelque chose. Mais non, parce que j'aurais aimé avoir une vie plus douce. Oui. Et ne pas avoir besoin de raconter ma vie, quoi. Oui. Si je l'ai raconté, c'est pour extérioriser ce que j'ai à l'intérieur de moi et qui me gêne dans ma vie. C'est peut-être ça d'ailleurs que j'ai le Parkinson à cause de ça, parce que ça m'a tellement rongé, que ça sort par une maladie, quoi. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a aussi de l'humour dans ce livre et il se termine par une touche d'espoir. Ah oui. Hein? On n'en dira pas plus et on arrive bientôt à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps file. On va passer à notre dernière rubrique avant de se dire au revoir. C'est l'agenda culturel. Ce week-end, n'oubliez pas la 8e édition du Spirit Festival au parc Brunelé du Receiving en plein cœur de Nouméa. Bien-être et good vibes seront au rendez-vous. Zen Garden, Green Food Court, Festivart et bien d'autres surprises vous y attendent dès demain de 8h à 18h et ce jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite. Après tout, ne dit-on pas que prendre soin de soi aujourd'hui, c'est se préserver pour demain? Enfin, si vous avez besoin d'évasion, l'exposition Lumière de partage de Patrick Duffieux est faite pour vous. Vous y découvrirez une vingtaine de toiles où les lumières et les couleurs du sud s'entremêlent pour ne faire qu'un.
Une véritable déclaration d'amour que l'artiste calédonien fait à son beau pays qu'est la Nouvelle-Calédonie. Une exposition visible au Centre culturel du Mont d'Or jusqu'au 30 septembre, du mardi au vendredi de 11h à 17h et le samedi de 9h à midi. Nous voici en retour plateau pour dire au revoir à Ghislaine Nekiriaï, qui, je vous le rappelle, vient de sortir son premier livre, une autobiographie, Moi, l'Auvergnate de Népouy. Décidément, j'ai du mal à le dire. Ghislaine, une dernière question assez rapidement. Est-ce qu'un premier livre en appelle un second? Est-ce que cela vous a donné envie de continuer d'écrire? Pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets, mais on ne sait jamais ce que la vie réserve. Ouais. Si encore je me sens de mieux en mieux, pourquoi pas? D'accord. En tout cas, on sera là s'il y a un nouveau livre, en tout cas. On l'attend de pied ferme après celui-là. Ghislaine, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Eh bien, merci Mathieu. On vous souhaite une bonne expérience au Silo qui commence la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, jeudi et vendredi sur Point Bout et Conné. Et en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur notre chaîne. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, oui, exactement, sur la même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Ghislaine.